Sous le Tipeee, des entretiens de personnalités inspirantes. Retrouvez tous les épisodes sur sousletipeee.com ou bien sur votre plateforme de streaming préférée. Bonjour chers amis et bienvenue sous le Tipeee. Aujourd'hui, on s'assoit pour écouter Todor Todorov, ingénieur de formation, compositeur électro-acoustique de renommée internationale, chercheur passionné et inventeur d'outils sonores sur mesure. Todor Todorov explore les sons comme d'autres explorent des territoires. Il crée des univers sonores profonds, souvent invisibles, mais toujours vibrants. Depuis près de 20 ans, il compose notamment pour la chorégraphe Michèle Noiret. Elle est aussi passée sous le Tipeee. Ensemble, ils imaginent des spectacles de danse contemporaine à la frontière du cinéma, du mouvement et de l'immersion sonore. Sa musique est à la fois architecture et souffle, dialogue et mémoire. Ce jour-là, j'arrive un peu en avance devant sa maison. Je sonne, pas de réponse, je me dis zut alors. J'ai un mal de crâne carabiné à cause d'un mauvais rhume, mais je suis là. Content, impatient de rencontrer Todor. Finalement, la porte s'ouvre. Todor m'accueille, un peu ébouriffé, sortant d'une sieste nuageuse. Il s'excuse, moi aussi, on rigole. On s'installe dans son salon laboratoire, un véritable cocon de création sonore. Modules, câbles, écrans, haut-parleurs partout, une caverne d'Alibaba électronique, électro-acoustique. Avant d'écouter Todor, je vous propose de plonger tout de suite dans son univers sonore. Alors, on s'assoit, on écoute et on se laisse inspirer sous le Tipeee. On y arrive peut-être en n'ayant pas un parcours direct, mais en ayant un parcours un peu en zigzag. Lorsque j'étais enfant, je voulais devenir ingénieur parce que j'aimais comprendre comment les choses fonctionnaient. Puis, vers les 10-11 ans, j'ai commencé à faire des circuits électroniques. Je m'intéressais à l'électronique depuis un certain temps, qui faisait du son. Et en partant de là, j'ai évolué jusqu'à développer un synthé analogique modulaire, ces choses-là. Et puis j'ai joué avec des amis dans un groupe, à l'époque c'était plutôt de la New Wave. Et j'avais à ce moment-là, assez tardivement en fait, une envie de faire de la musique de manière plus professionnelle, vers les 16-17 ans. Mes parents m'ont découragé très fortement en me disant que j'avais besoin d'avoir un vrai métier et que j'avais dit que je voulais être ingénieur et que donc je le serais. J'ai fait les études d'ingénieur sans vraiment de regrets parce qu'à l'époque au conservatoire où je m'étais renseigné, il n'y avait que des formations classiques et c'est pas exactement ce que je voulais. Et donc j'ai fait ces études d'ingénieur en zigzagant un peu aussi parce que les premières années il y avait beaucoup trop de maths et donc j'ai fait un petit peu de théâtre, j'ai fait de la déclamation, je me suis un peu amusé. Et puis en arrivant sur la fin de mes études, j'ai trouvé un sujet de travail de fin d'études qui m'intéressait. D'abord il y avait le titre synthétiseur, le mot synthétiseur dans le titre, et c'était aussi quelque chose d'autre qui me touche, c'était par rapport à la voix. C'était un projet à l'Institut de phonétique de l'ULB, qui est un institut qui fait pas partie d'une faculté, qui est assez indépendant, qui était assez multidisciplinaire avec physiciens, ingénieurs, psychologues, linguistes. Et là, j'ai fait un travail de fin d'études sur l'extraction des paramètres de la voix pour commander un synthétiseur à formant en parallèle. Donc l'idée, c'était de prendre une voix, d'en extraire les paramètres, le pitch, les formants, et puis de générer les paramètres qui contrôlent un synthétiseur. Et c'était un système d'optimisation où on comparait le résultat du synthétiseur avec la voix et au fur et à mesure, on optimisait les paramètres pour s'en rapprocher le plus possible.
Alors c'était une technologie très rudimentaire à l'époque. Tous les calculs se faisaient au centre de calcul de l'ULB avec une liaison à, je pense, 9600 baud entre le centre de calcul et l'Institut de phonétique. Et puis on téléchargeait tous les paramètres sur un DSP. C'était un Texas Instruments, je me souviens plus exactement lequel. Ça prenait un certain temps aussi, et puis on pouvait écouter le résultat. Mais en tout cas, ce travail m'a permis de continuer à travailler ensuite à l'Institut de phonétique en attendant le service militaire, et de travailler là sur l'analyse de la voix, sur l'extraction du signal émis par la glotte, par filtrage inverse. Et puis après le service militaire, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire la musique. Il se fait que, après avoir un peu essayé des choses ici chez moi, j'ai appris qu'il y avait entre-temps un cours d'électroacoustique qui s'était ouvert au Conservatoire de Bruxelles. Je suis allé voir la professeure qui s'appelait Annette van de Gorne en janvier, en demandant si je pouvais être élève libre. Et là, j'ai découvert un univers de composition dont j'avais approché certains bouts, mais dont un certain nombre de compositeurs m'étaient totalement inconnus. Et ça a ouvert des horizons. Alors, au niveau des cours proprement dit, ils étaient restés sur les techniques anciennes, les bandes magnétiques, éditer les bandes, couper les bandes, coller des morceaux de bandes, etc. Et moi qui avais à l'époque déjà une très bonne notion d'informatique et qui avait programmé en fait pour des expériences toute une série de contrôles par MIDI d'échantillonneurs et de synthétiseurs, je me suis dit, mais en fait, ces techniques d'écriture sont très intéressantes, mais il serait beaucoup plus intéressant de les transposer avec des outils modernes. Et donc, j'ai commencé à reprendre chacun des exercices du cours, mais avec des échantillonneurs, avec de la programmation. Je me souviens d'un professeur à l'école qui disait « un bon mathématicien est paresseux ». Et en fait, j'ai toujours préféré écrire un programme pour faire des tâches répétitives plutôt que faire ces tâches répétitives moi-même. Et je trouvais que dans l'idée de couper les bandes magnétiques, il y avait quelque chose de répétitif qui me convenait pas, mais que par contre, si je pouvais écrire un programme qui voit ça de haut et qui structure les choses à l'aide de paramètres, là, je pouvais faire plusieurs expériences rapidement et trouver celles qui sonnent le mieux et les conserver ou affiner les choses. Ce que j'ai fait aussi très rapidement, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, c'était le contrôle gestuel des algorithmes. En général, on avait la synthèse analogique avec tous les boutons, tous les potentiomètres d'un côté, et de l'autre côté, on avait les outils numériques qui étaient extrêmement puissants dans le sens qu'ils permettaient des sons inouïs, mais qui par contre, au niveau du contrôle, nécessitaient en général d'écrire les paramètres à l'avance et pas de les jouer. Et donc moi, j'ai directement associé des potentiomètres à mes programmes MIDI. À l'époque, j'étais sur un Atari, en fait. L'Atari, c'était l'ordinateur qui avait déjà le port MIDI intégré. On pouvait programmer en BASIC. C'était un jeu. Je m'amusais beaucoup. Et ça contrôlait les paramètres des synthétiseurs par des systèmes exclusifs. Il faut dire que c'était après l'avènement du standard MIDI, Musical Instrument Digital Interface, qui a permis, et c'était une première aussi, dans les années 80, de connecter tous les synthétiseurs de toutes les marques, y compris à des ordinateurs, ce qui offrait un champ d'exploration assez incroyable. En reprenant ces techniques d'écriture, en reprenant les principes, mais pas les modes opératoires, en les transposant avec des programmes et avec des sources sonores qui pouvaient être multiples. Ça pouvait également être des sons enregistrés grâce aux échantillonneurs. J'ai fait une série d'exercices qui m'ont beaucoup intéressé, qui n'ont pas nécessairement reçu un écho très favorable de la part du professeur, qui restait un peu accroché à ces techniques historiques, et également à une vision du début de la musique concrète, où pour se démarquer des autres musiques, il y avait ces espèces de dogmes d'interdiction de rythme, d'interdiction de hauteur reconnaissable, et je n'étais pas dans ce cadre-là. Voilà. Et puis, après quelques mois, il se fait que grâce à mes compétences techniques, je suis devenu assez rapidement l'un des organisateurs techniques des concerts
spatialisé de musique électroacoustique, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de compositeurs dans un rapport très privilégié, puisque je leur expliquais l'outil qu'ils avaient entre leurs mains. Dans notre musique, la musique acousmatique, c'est essentiellement de la musique qui est sur support, qui est déjà composée en studio, mais dont l'espace est augmenté en concert à l'aide d'un grand nombre de haut-parleurs. Cette interprétation de la musique n'est pas sur la musique elle-même, mais sur l'espace de la musique. Et donc, le jeu sur ce qu'on appelle un orchestre de haut-parleurs ou un acousmonium est quelque chose d'assez important en concert. Et donc, j'avais ce rapport avec les compositeurs. Et un compositeur flamand, Joris de Laat, qui enseignait au conservatoire d'Anvers, a eu une opportunité. Il y a un festival qui s'appelait Bunker 91, qui se passait principalement dans des bunkers de la guerre 40-45 autour d'Anvers, mais pas seulement. Et donc, il y avait une arrière-salle de café où il m'a proposé, ayant entendu mes exercices, ayant été dans le jury de ma première année, il m'a proposé de faire une pièce. Et donc, c'est la première fois que j'avais l'occasion de penser vraiment, au-delà des exercices, une vraie structure. Parce que dans mes années adolescentes, j'avais énormément passé de temps à travailler avec des synthétiseurs analogiques, à les transformer avec des loops, avec des bandes magnétiques, avec toute une série d'outils. Et je passais des très très longues heures amoureux du son, en fait, de la sensualité du son, mais sans réellement essayer de structurer les choses en une œuvre. Et puis là, c'est la première fois dans le domaine électroacoustique, je l'avais fait pour la New Wave, mais c'était très différent. Dans le domaine électroacoustique, c'est la première fois que je composais réellement un morceau à l'aide de toutes ces expériences que j'avais fait depuis 6 mois et de centaines d'heures que j'avais passées derrière mes ordinateurs et mes modules de son. Et j'ai eu la chance du débutant. En fait, cette pièce a été sélectionnée à un concours en France, le concours Norrois, et j'ai obtenu le prix du public ex aequo avec un compositeur qui est devenu un ami, Robert Normando, un compositeur québécois. Et là, tout a changé pour moi, quelque part, puisque je me suis rendu compte que ce que je faisais, même si ça ne rentrait pas dans les critères stricts de la musique concrète du départ, sans aucun rythme, sans aucune hauteur reconnaissable, pouvait être apprécié non seulement par un jury qui avait sélectionné la pièce, 6 parmi je sais combien étaient enregistrés, mais également par le public. Et quelque part, ce prix du public m'a fait énormément plaisir parce que j'ai toujours considéré qu'au-delà de mes expériences personnelles dans le son, que l'intérêt c'était d'échanger, de communiquer, de communiquer ce que je suis incapable de communiquer par des mots, sinon je serais écrivain. Et j'ai une série de choses que je désire communiquer qui sont floues, on pourrait dire, parce que je crois au doute, je crois pas aux certitudes. Et je crois à la recherche, je crois à l'expérimentation, à l'exploration. Et j'ai envie d'amener le public dans des espèces de petits univers imaginaires, différents pour chaque œuvre, avec ses règles propres, où les choses bien qu'artificielles paraissent naturelles dans ce cadre-là. Voilà. C'est un peu, en quelques mots, ce que j'ai envie de faire, c'est emmener les auditeurs dans un monde imaginaire. Un monde imaginaire où moi-même je suis amené pendant le processus de composition. C'est-à-dire que le processus de composition n'est pas un concept qui est appliqué, c'est un concept, une idée qui ouvre des possibilités, et puis une exploration à travers ces possibilités qui aboutissent à la pièce finale. Et donc, sur ce chemin, moi-même, je fais des découvertes. Moi-même, je suis surpris. Et c'est sans doute le côté le plus agréable de la composition, c'est pas de réaliser quelque chose qu'on avait imaginé exactement au début, mais c'est de découvrir des choses dans une direction où on imaginait qu'il y avait des choses intéressantes,
et c'est d'en trouver de plus intéressantes encore. Sous le Tipi, un podcast d'Arnaud de Guélingue. La musique concrète, c'est vraiment Pierre Schaeffer. 48, les studios, le club d'essai de la radio à Paris. C'est une série d'expériences qui sont prémonitoires sur la manière dont on perçoit les sons. Au départ, c'est aussi une typologie des objets sonores. Donc en fait, il fait une distinction entre le corps sonore, c'est-à-dire l'objet physique qui résonne, qui fait du son, et l'objet sonore qui est son abstraction, qui est son enregistrement. C'est quelque chose... La musique concrète n'aurait pas été possible sans l'enregistrement. Si vous faites 10 fois une note de violon, elle sera jamais identique. Si vous l'enregistrez et que vous la répétez 10 fois, vous entendez que c'est la même note qui a été jouée de la même manière. Évidemment, ça nous semble évident maintenant et déjà depuis les années 80 avec les échantillonneurs, ça a beaucoup été utilisé dans la musique pop, mais en 48, c'est pas du tout évident. Et en fait, il y a une expérience majeure qui est le sillon fermé, qui en fait, pour dire simplement, c'est une griffe dans un disque, et vous entendez chaque fois un sillon pendant un tour du disque. Et l'idée qu'il a eue, ou plutôt ce qu'il a remarqué, c'est qu'en continuant d'écouter ce même son, en fait, ce son se détache quelque part du corps sonore et commence à s'entendre pour lui-même. On a, parmi nos sens, l'ouïe est le seul sens à 360 degrés. C'est un sens d'alerte qui nous avertit lorsqu'un danger approche que nous ne voyons pas. Si on se promène dans la forêt et qu'on entend une branche craquer, suivant la manière dont elle craque, on peut imaginer que c'est un petit animal ou un gros animal qu'il vaut mieux détaler. Et donc, on a instinctivement, de manière innée, ce besoin d'identifier les sons. Et souvent, après l'avoir identifié, on ne l'écoute plus. C'est un ours, ou c'est un son de piano, c'est un son de violon. Et alors, par rapport au piano, au violon, dans notre culture musicale, on va surtout écouter la hauteur, puis on va écouter les accords, les harmonies, mais on va peu, ou en tout cas, il y a peu de gens qui le font, s'intéresser réellement à la sonorité de ce son. Et ce que lui propose, c'est d'écouter les sons pour les sons et de commencer à classifier les sons suivant différents critères. Et puis d'imaginer comment on peut composer avec ces sons. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier dans la musique concrète, solfège des objets sonores. Électroacoustique, c'est un terme technique en fait. Le micro devant lequel je parle, c'est un objet électroacoustique parce qu'en fait, il transforme un signal acoustique en un signal électrique. Le haut-parleur fait la même chose dans l'autre sens. Et les outils électroacoustiques ont été fondamentaux pour l'avènement de cette musique puisqu'il faut pouvoir enregistrer le son. Avant le disque, avant l'enregistrement sur fil ou l'enregistrement sur bande, on ne pouvait pas vraiment le faire. Enfin, il y avait les cylindres de cire, mais on pouvait difficilement les manipuler. Ce qui a été fondamental, c'était le disque, parce qu'on pouvait les graver très facilement et les réécouter. Et puis, bien sûr, c'est l'enregistreur à bande. L'enregistreur à bande qui existait déjà de manière expérimentale auparavant. Il y avait l'enregistreur à fil, et on faisait des nœuds entre les fils pour faire des montages. Mais l'enregistreur à bande permettait de couper la bande, d'éditer, de prendre un morceau de son, de le déplacer, avec plusieurs enregistreurs, de répéter le même morceau, de le transposer en changeant la vitesse de lecture de l'enregistreur, de faire un mixage de plusieurs sources simultanées et toute une série d'instruments considérés comme instruments. Au départ, c'était des outils de laboratoire, des générateurs de fonctions qui servaient par exemple à étalonner des récepteurs radio ou des amplificateurs. Et donc on retrouve là les formes de base principales que l'on a dans les synthétiseurs. On retrouve l'onde sinusoïdale qui n'a pas d'harmonique au-delà de la fondamentale, la triangulaire, la dent de scie, l'onde carrée, etc. Tout ça on trouvait dans les générateurs qui étaient dans les laboratoires d'électronique.
On trouvait également des filtres par rapport à la radio aussi, la téléphonie aussi beaucoup. Il y a eu toute une série d'instruments qui ont été développés spécifiquement avec cette idée-là. Moi, j'ai par exemple un vieil instrument ici que j'ai récupéré. Il allait partir à la casse à l'Institut de phonétique, et c'est un système qui permettait aux phonéticiens de ralentir la voix tout en conservant sa fréquence. Et donc, on faisait tourner la bande plus lentement, mais on avait une tête rotative avec en fait 4 têtes magnétiques dont une était chaque fois en contact avec la bande, et sa vitesse relative permettait de corriger le ralentissement ou l'accélération de la bande. C'était essentiellement un ralentissement, c'était pour pouvoir décoder les phonèmes en ayant le temps de les entendre. C'est d'ailleurs le principe que l'on trouve dans beaucoup d'outils de transposition sonore, mais c'était fait sur des tampons mémoire. Mais c'est le même principe en fait, c'est prendre des fragments et puis les superposer. Et des fragments qu'on lit à des vitesses différenciées. À la Maison de la Radio, ils ont créé un outil qui a malheureusement disparu, il a fini à la benne et personne ne l'a sauvé. Qui était le morphogène universel. Et donc c'est un système de ce type-là, mais avec plusieurs têtes tournantes qui tournaient à des vitesses différentes et qui pouvaient, d'après ce qu'on lit, faire les notes de la gamme en transposition. Il y a eu comme ça toute une série d'outils qui ont été inventés. Et donc l'électroacoustique, dans ce sens-là, est vraiment très lié aux outils. Et en fait, ça n'a rien d'extraordinaire parce que la musique a toujours été guidée par les outils. On n'aurait pas la musique d'orgue sans les orgues. La musique pour piano n'aurait pu être écrite sur clavecin. C'est vraiment le pianoforte et les possibilités de variation dynamique qui ont permis d'écrire une musique particulière. Et c'est la même chose en électroacoustique. Les gens ont tendance parfois à oublier que la même évolution s'est passée pour les instruments acoustiques. Simplement, cette évolution s'est faite il y a un certain temps et que les dernières évolutions ne sont plus tellement récentes. Le saxophone, finalement, c'était quand même il y a assez longtemps. Bon, il y a des instruments plus graves, plus aigus, etc. en acoustique, mais l'électroacoustique n'est donc pas une esthétique. Et lorsque je dis que je compose la musique électroacoustique, les gens pensent, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils peuvent penser par exemple Jean-Michel Jarre. Ou bien ils peuvent penser techno. Ils peuvent penser musique de danse, mais pour danser. Et j'ai beaucoup de mal à leur expliquer, écoutez, moi je fais une musique où le son, le timbre du son est aussi important que la hauteur des notes, parfois plus. Ils peuvent pas se l'imaginer parce qu'ils n'ont pas entendu. Donc c'est en effet assez difficile. La musique concrète, je trouve que c'était un beau terme, parce qu'il était fait en opposition à abstrait. Lorsqu'un compositeur traditionnel compose, il écrit des signes abstraits sur une partition qui sont transformés en son par les musiciens, par les instrumentistes. Nous travaillons directement sur le son. On travaille concrètement sur le son, comme un sculpteur sur un morceau de bois, comme un tailleur de diamants. Et c'est ce rapport direct avec la matière qui, moi, m'attire particulièrement dans cette musique. Le fait aussi que nous soyons le premier auditeur. Dans la musique instrumentale, non seulement il faut écrire les notes, mais il faut également entraîner un orchestre. Ça veut dire que les transformations sont peut-être plus incrémentales, parce qu'il faut que l'orchestre accepte aussi de les jouer, et les joue bien. Il y a quand même pas mal de compositeurs qui se sont plaints du fait de la mauvaise volonté de certains orchestres de jouer leurs œuvres que l'orchestre estimait comme pas du tout appropriées. Nous, dans notre laboratoire, qui est le studio, où on a tous les outils de travail, on entend directement ce qu'on fait. Et j'ai eu des tas d'idées, de concepts qui étaient très beaux d'un point de vue conceptuel, mais qui sonnaient très mal et que j'ai directement écartés. Si j'avais fait de la musique instrumentale, ces musiques auraient probablement été jouées parce qu'il y aurait eu une commande et qu'il fallait la fournir. Et l'autre chose, dans mon cas particulier, comme j'écris très souvent des outils qui permettent de composer, c'est que ces expérimentations permettent d'affiner les outils. Donc en fait, j'améliore mes instruments en les utilisant. Donc, pour revenir à la question, la musique concrète parle vraiment du mode de travail. La musique électroacoustique, ça parle de la technologie et du rapport entre les signaux électriques, maintenant numériques souvent, et les signaux acoustiques. Il y a également un courant qui s'appelle la musique acousmatique, qui se base
dont le nom dérive, qui a été amené par François Bayle du Jérém, sur des disciples de Pythagore qui écoutaient le maître caché derrière un rideau, avec l'idée d'écouter le message sans voir la source. Et c'est donc cette chose-là qui est le point de départ, en fait, ou de différenciation par rapport à d'autres musiques où on voit les instrumentistes jouer. C'est Voices Part 2, Distant Voices. Et c'était une commande de l'Institut de musique électroacoustique de Bourges. Et j'avais la possibilité de travailler pendant 3 semaines dans leur studio historique avec tout plein de matériel ancien, des générateurs de fonctions, avec également toute une série de modules d'effets parmi les premiers modules d'effets numériques. Et un instrument absolument génial qui est le vocodeur EMS, le plus gros vocodeur EMS. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Et je me suis posé la question, face à la page blanche en quelque sorte, comment je vais aborder ça? Je me suis d'abord dit, je vais rentrer dans ce studio sans l'idée d'une composition. Je vais rentrer dans ce studio, je vais profiter de cette opportunité rare pour explorer ce que ces instruments vont me permettre de faire. Et je me suis souvenu d'une expérience d'enfance, assez souvent répétée. Vers 7-8 ans, je pense, je commençais à faire un peu d'électronique, très basique, et j'avais trouvé un schéma pour faire une petite radio sans batterie, avec très peu de composants et un écouteur à cristal. Et j'écoutais très souvent, avant de m'endormir, cette radio. Elle avait une petite antenne, je la connectais sur le radiateur pour faire la prise de terre. Et je m'évadais en entendant essentiellement des radios d'ondes courtes qui venaient de partout dans le monde, avec des langues que je ne connaissais pas, que je pouvais identifier pour certaines, les langues chinoises ou asiatiques, du russe, de l'espagnol, du français quand même aussi, de l'italien, des langues nordiques. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était les coïncidences qui arrivaient. Il faut dire que ces postes n'étaient pas du tout très sélectifs, donc j'entendais souvent plusieurs radios en même temps. Avec, je sais pas si vous voyez un peu ce qu'on peut avoir avec ces ondes courtes, avec les choses qui bougent comme ça, qui apparaissent, qui disparaissent en fonction des conditions météorologiques, et ça me fascinait. Et je me suis dit, je vais essayer, avec ces outils anciens, ces générateurs de fonctions, je vais essayer de créer une version imaginaire de ce que j'ai entendu quand j'étais enfant. Et donc, j'ai travaillé assez longuement avec les générateurs de fonctions qui permettaient d'être modulés les uns par les autres. Et je suis arrivé à des résultats qui sont assez étonnants, parce qu'il y a des gens qui, après le concert, me demandent d'où viennent ces voix, que certains profils mélodiques sont vraiment dus à aussi une espèce de hasard, de coïncidence entre des contrôles de plusieurs générateurs de fonctions qui sont pas accordés entre eux. Et ce qui m'intéressait, c'était de créer ce monde avec tout plein de sons autour, c'était en octophonie. Et pour reprendre l'idée des voix lointaines, j'ai
pris des enregistrements sur mon répondeur téléphonique de voix dont certaines étaient en différentes langues. Et j'ai fait en sorte qu'on les reconnaisse pas trop quand même, pour ne pas gêner les gens. Et j'ai beaucoup traité ces sons avec ce vocodeur de EMS. C'est une marque anglaise. Le principe du vocodeur, c'est d'avoir des filtres d'analyse, un banc de filtres d'analyse et un banc de filtres de resynthèse. En général, on fait sonner un orgue, par exemple, avec le son de la voix ou des sons synthétiques, comme on entend dans pas mal de musique pop. Et parce qu'en général, on ne peut pas changer le rapport entre... Si par exemple, on a un filtre d'analyse autour de 100 Hz, c'est le filtre de synthèse auquel il sera raccordé, ce sera le même filtre. Tandis que là, il y avait une matrice qui permettait d'assigner chacun des filtres d'analyse sur chacun des filtres de synthèse. Il y avait également des suivis de pitch qui faisaient des choses assez incroyables. J'ai fait des matériaux que j'ai encore utilisés très longtemps après. Donc ça, c'est la première pièce que j'aimerais citer, qui pour moi est une pièce à quelques accents, quelques accélérations, mais quand même qui est une pièce assez méditative, que j'aime bien diffuser dans la presque pénombre, presque dans le noir. En fait, dans le noir total, si ça ne dépendait que de moi, mais il y a des spectateurs qui sont pas confortables dans le noir total. Il se fait qu'un jour, je prenais un café dans un café qui se trouvait sous les bureaux de la Rétine de Plateau, rue Royale. Et puis viennent s'asseoir à côté de moi des gens que je connaissais pas. Maintenant, je sais que l'un d'entre eux, c'est Éric Gauthier. Et je les entendais parler d'un projet qu'ils avaient de fêter le centenaire du cinéma. Un projet avec la Philharmonique, avec la Cinémathèque. Et je les ai abordés. J'ai dit, en fait, excusez-moi, j'ai entendu de quoi vous parlez. Et moi, je compose de la musique électroacoustique et j'ai très envie de pouvoir composer une musique sur un film muet. Parce que le principe, en fait, de ce projet dont le concert a eu lieu à la Luna, c'était de permettre à 5 ou 6 compositeurs d'aller voir pendant 2 après-midi, nous sommes allés voir tous les films muets restaurés par la Cinémathèque. Et nous pouvions choisir. Et j'ai eu beaucoup de chance finalement parce que il y avait des films très drôles, mais je voyais pas faire de la musique là-dessus. Et j'ai trouvé, il y avait quelques films expérimentaux. J'ai demandé si je pouvais en prendre 2 parce qu'il y en avait un qui faisait 2 minutes 30. C'était Retour à la raison de Man Gray. Et l'autre, c'est Jeu des reflets et de la vitesse. C'est constitué à partir des fragments retrouvés de Henri Chaumette, et c'est une traversée formidable de Paris à grande vitesse, en accéléré, qui passe par tous les canaux, c'est le métro, c'est le train, c'est le fleuve. Et ces deux m'ont beaucoup inspiré. Et donc j'ai voulu participer à ce projet. J'ai eu la chance de pouvoir le faire avec quelques challenges techniques parce qu'en fait les films étaient joués à environ 18 images par seconde. J'avais été parler avec le projectionniste, mais on s'était sans doute mal compris, peut-être que j'avais mal compris, mais j'ai l'impression qu'il m'avait dit que le moteur était synchrone et il était asynchrone. Donc un moteur synchrone reste synchronisé sur la fréquence, un asynchrone, si le poids de la bobine est plus lourd, dérive. Et donc moi j'avais conçu une électronique qui devait se brancher sur le générateur de fréquence qui
qui réglait la vitesse du projecteur, et en fait, ça marchait pas. Donc pendant toute la projection, j'étais en train d'adapter la vitesse du projecteur pour suivre la musique parce que ça marchait pas bien. C'était plus ou moins synchrone. Et finalement, j'avais trouvé, quand on l'a refait une deuxième fois à Gand, c'est que j'avais mis la vidéo où j'avais exactement 18 images par seconde sur le télécinéma, et en fait, je réglais le projecteur pour être synchrone avec la vidéo qui, elle, était synchrone avec le son. Mais voilà, c'est une expérience. C'est un film que je montre encore beaucoup, en fait. À ce moment-là, je travaillais à la faculté polytechnique de Mons sur un projet de recherche. J'avais eu la chance de pouvoir faire acheter sur le budget de ce projet un ordinateur Next. C'était la société que Steve Jobs avait créée lorsqu'il avait été jeté d'Apple un peu méchamment, avant d'y revenir heureusement. Et les cartes que l'IRCAM avait développées, les cartes ISPW, qui étaient hors de prix à l'époque, c'était 400 000 francs belges pour une carte, et qui permettaient de faire du traitement de signal. Ça s'appelait Max, le logiciel de contrôle, et la carte Max FTS, Faster Than Sound. Et là, j'ai développé mes premiers algorithmes de granulation, de synthèse granulaire à partir d'échantillons. Et quasiment toute la musique du film est composée avec ça. Et j'avais créé des algorithmes pour créer une espèce de travelling sonore. C'est-à-dire que les grains venaient d'abord devant, puis sur le côté, puis à l'arrière. C'était en hexaphonie, 3 paires stéréo. Et donc, quelque chose qui emmène le spectateur dans cet aspect kinétique du film. Beaucoup plus récent, c'est Kinetic Reflections, et en fait c'est Philippe Franck de Transculture qui m'a proposé de participer à un projet pour la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Paul Bury. Et puis je me souviens de la très belle exposition Paul Bury qu'il y a eu à Beaux-Arts il y a quelques années, et j'ai voulu faire quelque chose sur ce projet en partant en fait de son, parce que j'avais déjà fait des petites expériences, j'avais envie de quelque chose de rythmé. J'avais envie de quelque chose de rythmé, d'hypnotique, parce que je trouvais que c'était extrêmement hypnotique, ces sculptures cinétiques de Paul Bury. J'avais travaillé en 2011-2012 avec la violoncelliste Sigrid van den Boogaarde. On avait fait un projet avec une vidéaste, Laura Colmenares-Guerra, qui s'appelait Evanescence. Dans le cadre de ce projet, on avait passé en fait des après-midi et des après-midi en improvisation, qui m'ont permis de développer les instruments virtuels au fur et à mesure en fonction du jeu de Sigrid. Donc Sigrid avait des capteurs, en fait. Elle avait des capteurs sur les mains, elle avait des capteurs sur les bras, elle avait un capteur sur le torse. Et avec ces capteurs, elle pouvait modifier le son de son instrument acoustique ou contrôler d'autres sons. Et il y avait toute une série d'enregistrements de ces phases exploratoires, où parfois on reconnaît pas du tout le son du violoncelle, en fait, où un pitch de violoncelle peut sonner comme un piano ou peut sonner comme un autre instrument de percussion. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de faire quelque chose d'assez rythmé à partir de ça. Et ça, c'est Kinetic Reflections en 2023. Je veux dire, j'ai commencé à travailler pour la danse en 95 avec un chorégraphe israélien, Avi Kaiser. Et puis, très rapidement, en 97, j'ai commencé à travailler avec Michel Noiret.
a eu une collaboration qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait une 20aine de spectacles ensemble. À ce moment-là, dans le festival Ars Musica de l'époque, il y avait une grande influence de l'école de Vienne. Il y avait très peu d'intérêt pour la musique électroacoustique. Vraiment très peu. Voire même un mépris parfois. Et lorsque je me retrouvais face à un public de danse contemporaine, je retrouvais des gens qui étaient beaucoup plus ouverts, qui n'étaient pas formatés, qui étaient prêts à de nouvelles expériences. Comme moi je l'étais quand j'ai découvert la danse contemporaine, fin des années 70, début des années 80. J'avais pas d'attente particulière, si ce n'est que le ballet classique ne m'avait pas vraiment inspiré. J'avais envie de nouvelles choses, j'avais envie de nouvelles expériences. Et ce public-là, qui, il faut bien le dire, était aussi beaucoup plus nombreux que le public qui venait au concert de musique contemporaine, et spécifiquement électroacoustique. C'était un vrai plaisir en fait. C'était un plaisir de pouvoir expérimenter en plus en relation avec le mouvement, parce que très rapidement j'ai travaillé sur des interactions avec le mouvement des danseurs. Très inspiré aussi par le côté visuel, parce que Michel a toujours eu beaucoup d'intérêt pour le côté visuel. Il y a eu énormément de travail vidéo aussi. Et donc, et puis au fur et à mesure, elle a développé ce concept de danse cinéma, où finalement, je composais presque une musique de film. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, oui, avoir un public qui n'est pas formaté, qui n'attend pas un style de musique parce qu'on lui a dit qu'un autre style ne vaut rien, et la musique du passé. En fait, tout s'est dit dans différents cercles. Certains cercles disent la musique instrumentale, c'est la musique du passé. D'autres disent la musique électroacoustique, oui, c'est une vieille expérience qui s'est faite dans les années 50, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et là, il y avait un public vierge de tous ces dictats, et qui appréciait la musique en relation avec le spectacle. Et je sais que mon ancien professeur qualifiait ça avec un peu de dédain de musique d'application. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement intéressant de travailler sur l'image, de travailler sur la danse, et que c'était pas un genre mineur. Il faut quand même se souvenir que le Sacre du printemps a été écrit pour un ballet. Et de Stravinsky. Voilà, c'est une manière aussi d'entrer en contact avec un public qui ne venait jamais au concert de musique électroacoustique, parce que, pas nécessairement qu'il n'aimait pas, mais il savait même pas que ça existait. Et la danse contemporaine en Belgique a quand même une importance et un rayonnement très particulier, depuis Béjart, son école Moudra, et puis Parts maintenant avec Anne-Theresa Kersmacher. Voilà, les gens viennent de partout, et également ça s'exporte partout. Donc voilà, c'était une aventure humaine aussi, puisque c'est une relation d'amitié maintenant avec Michel Noiret, mais aussi la possibilité d'autres expérimentations, voilà, avec un cadre différent, avec un objectif différent, et j'ai trouvé ça très inspirant. Je dirais, ne t'inquiète pas, tout n'a pas encore été inventé. Parce qu'à 18 ans, je me disais, mais le synthé analogique, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Tout a été fait. Je n'imaginais pas un seul instant l'essor du numérique. J'étais pas au courant des premières expériences très confidentielles au Bell Slap aux États-Unis. Je pensais que tout avait été inventé et que j'arrivais trop tard. Et puis je me suis rendu compte, il faut savoir que quand je suis rentré en Polytechnique, les premiers exercices de programmation, on devait écrire en Fortran sur un papier quadrillé, c'était donné à une perforatrice, une dame qui perforait les cartes, qui les mettait dans l'ordinateur, et puis on recevait le listing.
Alors, quel changement avec le travail que je fais maintenant avec Sigrid, où j'ai développé des capteurs qu'elle porte, et avec ses gestes, elle contrôle le son. Voilà, c'est quelque chose que je pouvais pas le moins du monde imaginer. Donc, je pense qu'il y a toujours un espace de nouvelles découvertes, d'évolution que l'on ne soupçonne pas, parce qu'on va avoir des nouveaux outils, parce que des nouveaux concepts vont émerger, et qu'il faut surtout pas se dire que tout a été fait. Tout est encore toujours à inventer. Je regrette pas d'avoir fait ce parcours-là. Le parcours inverse aurait été beaucoup plus difficile. J'étais lancé, j'étais bon en maths, en physique, en chimie. Voilà, j'ai fait politique assez facilement. Mais et ça m'a apporté des choses, parce que finalement, au niveau programmation, j'aurais pu tout faire en autodidacte, parce que très franchement, l'enseignement de la programmation à l'époque était très rudimentaire. Mais il y a certains postes que je n'aurais pas pu obtenir si j'avais eu ce diplôme. Par exemple, j'étais chercheur 12-13 ans à la faculté polytechnique de Mons en 2 périodes. J'aurais pas pu avoir ce poste sans ce diplôme. Donc ça m'a permis de faire des choses. Peut-être que ça m'a permis aussi de structurer le travail de certaines manières, d'être plus efficace, de ne pas avoir peur d'une tâche complexe parce qu'on peut la séparer en sous-tâches plus simples. Enfin voilà, une espèce de fonctionnement qui fait qu'on est capable d'aborder des situations de stress, de complexité sans trop d'inquiétude. Moi, je dirais que quand on a 18 ans, on a beaucoup de mal à imaginer exactement ce qu'on va pouvoir faire. D'abord, comme je le disais en réponse à la question précédente, parce que on ne sait pas comment les possibilités vont évoluer. Je pense que c'est intéressant d'avoir des chemins de traverse, de s'intéresser à d'autres choses qu'à une seule direction. Et je suis content d'avoir fait un peu de théâtre. Il y aurait des anecdotes à raconter, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes que j'ai retrouvées ensuite musicalement. Je dirais, explorez, n'ayez pas peur de ne pas être dans le mainstream, n'ayez pas peur que vos amis vous regardent un peu bizarrement lorsque vous proposez des choses qui sont pas à leur goût. Osez être vous-même, oubliez les apparences, tracez votre route, même si elle ne semble pas répondre à ce que la société attend. À un moment, vous allez avoir des croisements, des bifurcations qui vont probablement vous permettre de l'exprimer de manière plus publique. Sous le Tipeee, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez tous les épisodes sur souletipeee.com ou bien sur votre plateforme préférée. À bientôt pour d'autres entretiens inspirants.